Ils sont tous contents d'avoir leur carte carburant. Mais Oriba vous offre plus. Oui, désormais Oriba met à votre disposition Oriba Wallet. Oriba Wallet vous permet de payer, de consommer et d'offrir du carburant partout à partir de votre téléphone. Également de contrôler, de consulter votre solde en carburant en temps réel. Bref, de gérer votre carburant en toute sécurité et en toute simplicité depuis votre bureau, votre salon, au marché, partout. Comment ça marche? Avec mon téléphone Android, il suffit que j'aille sur Play Store, au niveau de la recherche, je mets Oriba Wallet et après j'installe l'application. Après l'installation, démarrez votre application en saisissant le numéro de la carte Oriba. Entrez ensuite votre numéro de téléphone, validez en tapant votre code secret, puis confirmez. Avec Oriba Wallet, vous avez la latitude d'offrir des tickets électroniques en carburant à vos proches, parents, amis et connaissances. Consommables dans toutes les stations d'essence Oriba, sur toute l'étendue du territoire national. Tout ceci se fait depuis votre téléphone. Pour plus d'informations, contactez le 92 18 30 20. Oriba Wallet, l'application qui change positivement vos habitudes et vous simplifie la vie. Bon frère et soir, merci de nous recevoir chez vous. Le ministre des Finances était ce matin en face des députés nationaux à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il s'est agi pour lui de faire la présentation du projet de loi des finances 2023 qui s'élève à plus de 3 000 milliards de francs CFA. Les détails avec Souleymane Ousmane et Mamadou Tchouri. L'exercice de ce mercredi matin 5 octobre 2022 est conduit par M. Ahmad Joudoud, ministre des Finances, devant les députés nationaux. Un travail qui consiste à la présentation du projet de loi des finances 2023. Dans cette présentation, le ministre des Finances a d'abord rappelé le contexte dans lequel interviendra le présent projet de loi des finances 2023, mais aussi de dresser un bilan de l'exécution du budget 2022. Projet de loi qui s'inscrit dans un contexte que nous savons très difficile aujourd'hui avec la conjoncture internationale qui est liée à beaucoup d'événements négatifs, notamment la persistance toujours des effets de la pandémie de la Covid-19, les changements climatiques avec leurs impacts sur notre tissu économique, mais également la conjoncture née aujourd'hui du développement de la guerre en Ukraine qui impacte sérieusement le prix des produits de première nécessité, mais également les taux d'intérêt sur les marchés régionaux. Le projet de loi que nous avons soumis repose aussi sur des perspectives économiques pour nous positives, en tout cas en 2022, avec un taux de croissance que nous estimons être à 7% pour 2022, mais surtout un taux de croissance qui va se raffermir en 2023 avec une projection de 7,2% et qui s'inscrit toujours dans une dynamique aussi de maîtrise du déficit que nous avons ciblé pour un niveau de 6,6% du PIB. Donc le budget passera de 2 908 milliards en 2022 à 3 245 milliards en 2023, donc une hausse relative de 11,58%. Les grandes lignes politiques budgétaires 2023 est en moyen terme selon le ministre des Finances, portant sur la consolidation et le renforcement du cadre macroéconomique et financier. En particulier, les secteurs prioritaires demeurent le même, c'est l'éducation, c'est la sécurité de notre population et la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. C'est le développement du monde rural, c'est le développement de l'énergie qui est un facteur de production important, qui a des effets d'entraînement importants sur l'économie et sur la transformation structurelle de l'économie qui est un des piliers du programme de renaissance et du PDS 2022-2023. Le gouvernement s'engage naturellement à promouvoir toutes les politiques destinées à développer le secteur privé, à créer un engouement pour nos produits locaux à travers des mesures incitatives, y compris la réforme du code des marchés publics. Le projet de loi dans sa globalité est accompagné d'un certain nombre de mesures fiscales et douanières
destinées à améliorer le recouvrement de certains impôts, élargir et maîtriser l'assiette fiscale. Des mesures administratives sont également prévues pour améliorer la mobilisation des ressources intérieures. Aussi, le présent projet de loi des finances 2023 sera soumis à l'appréciation des députés pour vote avant la fin de cette session. Suite à l'adoption d'un décret portant organisation du régime des retraités des fonctionnaires de la République du Niger après plusieurs années d'attente, ce matin, la ministre en charge de la fonction publique et de la réforme administrative a appelé à apporter des éclaircissements par rapport à la réforme du régime des retraités à travers un point de presse animé. Le récit avec Achatou Mamadou et Ibrahim Ousmane. Jugé obsolète, incomplet, voire discriminatoire dans certaines de ses dispositions, le décret numéro 101-050-MFP-P-MF du 27 mars 1961 vient de connaître un toilettage par la prise d'un nouveau décret adopté par le gouvernement lors du Conseil des ministres du 29 septembre 2022. Face à la presse et l'opinion nationale, la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative donne des précisions sur les innovations apportées pour corriger les insuffisances du décret datant de 1961 portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État. On peut citer entre autres insuffisances le caractère obsolète, incomplet, voire discriminatoire de certaines de ces dispositions, notamment à l'égard des femmes. Ainsi, les innovations majeures introduites dans ce nouveau décret sont des conditions d'acquisition du droit à la pension de retraite, l'admission à la retraite à partir du 1er janvier suivant l'année où ils sont présumés avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'État dont l'état civil ne précise pas leur mois de naissance, de la liquidation de la pension d'ancienneté ou pension proportionnelle. L'innovation ici réside dans le fait que le délai est ramené à 3 mois au lieu de 6 mois. C'est-à-dire que si un fonctionnaire avance normalement 3 mois dans le grade avant sa retraite, cet avancement est pris en compte dans la liquidation de sa pension. L'indice minimum de la grille de rémunération qui était de 100 n'a jamais connu de modification malgré les différentes révisions de la grille salariale. L'innovation ici, c'est la prise en compte du plus petit indice qui passe de 100 à 121. La gestion du Fonds national des retraites FNR revient ainsi à la Caisse autonome des retraités du Niger, CARENI, créée depuis 2012 dans le cadre de la modernisation du système de gestion des pensions. Il s'agit ici tout simplement de la prise en compte de la gestion du Fonds national de retraite FNR par la CARENI en lieu et place du service de pension du ministère des Finances. C'est donc une migration d'un organe à un autre. Avec le décret de 1961, le paiement de la pension de retraite se fait trimestriellement. L'innovation avec le nouveau décret est que la pension de retraite sera désormais payée chaque mois. 61 ans après l'adoption du décret portant organisation du régime des retraites des fonctionnaires de l'État, ce tout nouveau texte vise à corriger les manquements déjà observés, mais également pour le gouvernement d'honorer ses engagements pris vis-à-vis des fonctionnaires à la retraite. Des conditions d'acquisition du droit à la pension de retraite, de la liquidation de la pension d'ancienneté ou pension proportionnelle, de la pension d'invalidité et celle de réversion, des modalités de paiement, ainsi que le fonctionnement du Fonds national de retraite. Toutes ces dispositions visent à mettre fin au calvaire et autres désagréments que vivent les retraités et leurs ayants droit par l'adoption d'un dispositif légal.
Ce mercredi 5 octobre 2022 est consacré à la journée porte ouverte sur toute l'étendue du territoire national pour la Chambre nationale des notaires du Niger. L'initiative rentre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des notaires qui consiste à se familiariser avec la population nigérienne. Le compte rendu avec Youssouf Haidara et Rabiou Labo. Au Niger, la fonction du notaire et son rôle dans la société sont peu connus par la population. Afin de lever cette barrière, la Chambre nationale des notaires du Niger, CNNN, à travers la célébration de la journée internationale, dédie ce 5 octobre 2022 comme journée porte ouverte sur toute l'étendue du territoire. Cela a pour objectif d'attirer et de faciliter l'accès vers les noteurs à la population nigérienne. L'objectif, le thème principal de cette année, c'est le conseil utile pour les usagers de services, ceux qui viennent vers nous pour demander tel ou tel acte. Nous avons pensé, conformément d'ailleurs à notre devoir de conseil, de créer les conditions pour que les usagers de nos services puissent avoir le réflexe de venir d'abord demander conseil auprès du notaire avant de demander n'importe quel acte. Pour comprendre le rôle et l'importance du notaire, il faut préalablement le connaître et savoir pourquoi s'en rapprocher. Le notaire, c'est un officier public ministériel qui, à travers une charge que l'État lui confère, authentifie les actes. Ce que les gens savent le plus, c'est légaliser les documents, mais ça va au-delà. Le notaire, c'est un professionnel de droit qui doit être consulté à chaque étape de la vie, à la naissance, pour les contrats de mariage, pour les acquisitions immobilières, pour les donations, pour tout contrat entre entreprises éventuellement ou entre personnes physiques. Il faut juste que l'essentiel que ce soit licite, le contenu du contrat soit licite. Par exemple, pour la rédaction des testaments, pour la réalisation des donations. Des donations, il y en a plusieurs, des donations avec réserve d'usufruit, des donations simples, des adoptions simples, entre, par exemple, quand vous avez un neveu qui malheureusement a perdu son père ou sa mère et que vous voudriez de manière plus ou moins légale prendre soin de cet enfant, vous pouvez juridiquement faire la procédure d'adoption simple. Mais quand vous voulez aller au-delà, vous allez passer par l'adoption plénière. Il y a des situations de partage de succession que nous avons malheureusement constatées dans beaucoup de cas qui se terminent à queue de poisson entre les viandes droits. Si le notaire a pu intervenir en amont, on aurait pu éviter certains désagréments entre ces ayants droit. Ces problèmes peuvent être évités si les intéressés ont préalablement passé devant un notaire. Ce dernier, professionnel du droit, apporte des conseils d'experts, établit des actes authentiques qui ont force probante et exécutoire avec les mêmes effets juridiques d'une décision de justice, et cela au-delà des frontières. L'Institut pratique du développement rural a organisé ce matin dans l'enceinte de l'Institut une journée porte ouverte. L'objectif visé à travers cette activité est de rendre visibles les activités que mène l'IPDR ainsi que les actions de la coopération espagnole en faveur de l'Institut qui enseigne dans les filières telles que agriculture, élevage, eaux et forêts, génie rural et socio-économie. Retrouvons Ablaziza, Mamadou et Ibrahima Ide.
Créé en 1933 sous l'appellation de ferme avicole où sont formés des maîtres laboureurs, il devient successivement centre d'apprentissage agricole en 1952, puis école pratique d'agriculture en 1958, avant de devenir en 1968 institut pratique de développement rural. L'IPDR de Kolo est passé d'établissement public à caractère administratif en établissement public à caractère scientifique, culturel et technique en octobre 2014. L'événement de ce 5 octobre est le premier d'IJAR organisé par l'IPDR en vue de montrer les merveilles qu'offre cet institut, devenu une référence dans le domaine de l'enseignement agricole. Du point de vue infrastructure pédagogique, l'IPDR dispose de 22 salles de classe, 6 laboratoires, d'un centre de documentation, d'une unité de production de moyens pédagogiques. S'agissant des unités de production, on note 72 hectares de terres dunaires et de cuvettes, un verger potager de 2 hectares, 2 poulaillers, une étable, une clinique vétérinaire, 3 étangs piscicoles, pour ne citer que cela. L'effectif des élèves au cours de l'année 2022 est de 834 élèves, tous niveaux et toutes spécialités confondues, pour un encadrement assuré par une cinquantaine d'enseignants, formateurs, permanents et vacateurs. Il s'agit de former des cadres compétents à même d'accompagner les vaillantes populations rurales dans leur activité de production. Depuis 2016, le Royaume d'Espagne finance l'IPDR à travers le projet Appui à la continuité par l'IPDR de la formation professionnelle du personnel qualifié pour l'accompagnement technique des communautés rurales du Niger. Aujourd'hui, l'IPDR de Kolo dispose d'importantes infrastructures de production agricole, pastorale et piscicole pour supporter la formation pratique des apprenants à mettre à l'actif de la coopération espagnole. On peut citer entre autres la construction de 2 poulaillers de 200 mètres carrés. On peut citer aussi la réhabilitation du périmètre risicole et du périmètre du verger potager, ainsi que la réhabilitation de 3 étangs piscicoles. Indépendamment de ça, la coopération a réhabilité 18 salles de cours et équipé ces salles de cours en table-banc et en chaises. Cette coopération a financé également un forage équipé de pompes solaires pour initier une activité que nous avons appelée le goutte à goutte. Actuellement, cette opération est en cours d'exécution. Les invités ont eu droit à une visite des stands dans les 5 spécialités de formation de l'IPDR qui sont agriculture, eaux et forêts, élevage, génie rural, socio-économique et de quelques réalisations de la coopération espagnole en faveur de l'Institut. La région d'Ottawa a abrité la foire agro-silvopastorale et artisanale sous le thème Entrepreneuriat des jeunes, futur de l'autonomisation et la stabilité socio-économique du Niger. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Les détails avec Samira Issa Ali Maïga sur les images de Ibrahim Amadou. Entrepreneuriat de jeunes, facteurs de l'autonomisation et de stabilité socio-économique au Niger. C'est autour de cette thématique que s'est déroulée la foire agro-silvopastorale et artisanale d'Ottawa, organisée par Innovation Niger. La foire exposition-vente des produits agro-silvopastoraux et artisanaux d'Ottawa, qui se tiendra du 4 au 5 octobre 2022, à l'hôtel de ville d'Ottawa, s'inscrit dans cette dynamique. Le choix du thème central, entrepreneuriat des jeunes, facteur d'autonomisation et la stabilité socio-économique au Niger, n'est pas fortuit puisqu'il comporte certaines évidences. Pour être autonome, il faut entreprendre et être à son propre compte. Pour entreprendre, il faut disposer des facteurs et des moyens de production. La création de 2400 emplois pour les jeunes et 125 micro, petites et moyennes entreprises, dont 60% à Ottawa, sont entre autres les objectifs visés par la tenue de cette foire. Cela démontre une fois de plus
que la question de l'emploi des jeunes ainsi que leur autonomisation reste au centre des préoccupations des plus hautes autorités du Niger et de leurs partenaires techniques et financiers en matière de développement. Sur les 24 communes d'intervention du projet, 17 relèvent de la région de Tawa. C'est moderniser la pratique agricole et artisanale. C'est créer des richesses et de l'autonomie économique en milieu rural. C'est finalement que les Nigériens nourrissent les Nigériens avec nos produits locaux. Occasion saisie par le vice-président du conseil de ville de Tawa pour remercier les initiateurs. Durant 2 jours d'exposition, des panels, conférences de débat seront animées par des éminents experts afin d'édifier davantage les participants sur l'importance de la tenue des foires et de l'entrepreneuriat. Le président d'honneur du PNDS, Tareya Madawa, a offert un don de table-banc à l'école de la dite localité. Une façon pour le donateur de contribuer à l'amélioration des conditions d'études des élèves de Madawa. Les explications avec nos confrères de la télévision Canal 3 Niger. C'est mu par la fibre patriotique qu'Alhaji Aminou Ibrahim Sodengi, président d'honneur du PNDS Tareya Madawa et digne fils du terroir, a encore fait parler sa philanthropie et sa générosité agissante en faveur de l'école nigérienne à l'occasion de la rentrée scolaire 2022-2023. Pour Alhaji Aminou Ibrahim Sodengi, ce geste de table-banc est une manière pour lui de créer de meilleures conditions d'études aux enfants nigériens en général et ceux de Madawa en particulier, conformément à la volonté du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Il est devoir pour nous tous, chacun à son niveau, de fournir l'effort nécessaire afin que notre école retrouve ses lettres et soit à même de garantir un enseignement de qualité. Chers distingués invités, pour ce faire, il devient plus nécessaire d'accompagner les efforts de l'État du Niger. C'est dans cette optique que nous sommes aujourd'hui ici. Une cérémonie rehaussée par la présence du préfet de Madawa ainsi que des autorités en charge de l'éducation au niveau local. Et à l'unanimité, ces autorités ont tous été sensibles à la sollicitude du bon samaritain Alhaji Aminou Ibrahim Sodengi, dont les actions de bienfaisance font légion dans le domaine du développement et du bien-être collectif des populations nigériennes. Ces autorités politiques locales ont aussi appelé les bénéficiaires à en faire une utilisation rationnelle en ne dégradant pas ces tables-bancs. Au nom des parents d'élèves, du corps enseignant et administratif, nous remercions énormément Alhaji Aminou Sodengi. Il me plaît ici de rappeler que sa bienfaisance est héréditaire et légendaire. Un grand jour pour le département de Madawa à l'occasion de cette cérémonie de réception de tables-bancs pour améliorer les conditions de l'éducation. C'est une nouvelle expression de la solidarité agissante de Alhaji Aminou Sodengi à laquelle nous assistons par la réception de cette table-banc. Nous rendons grâce à Dieu et nous sommes reconnaissants à l'endroit du généreux donateur. Ce matériel sera utilisé à bon escient pour la prospérité partagée du département de Madawa. Des tables-bancs fabriqués par la main-d'œuvre locale, ce qui donne plus de pertinence à ce geste de Alhaji Ibrahim Aminou Sodengi. Alhaji Ibrahim Aminou Sodengi n'a pas manqué d'appeler à un sursaut patriotique pour renforcer les efforts de l'État à la matière. C'est un appel à l'endroit de tous les citoyens. Autant que faire, il n'a aucun effort pour accompagner le gouvernement dans son élan de faire de l'école nigérienne. Je reste disponible à accompagner toutes les actions de développement du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, au profit exclusif des Nigériens et principalement dans l'éducation pour offrir à tous les enfants du Niger l'opportunité d'étudier dans des conditions optimales d'acquisition du savoir, progresser et être des citoyens demain responsables et utiles à la nation, a conclu le généreux donateur Alhaji Ibrahim Aminou Sodengi, président d'honneur du PNDS Tareya Madawa.
Le mouvement M62 a animé ce matin au siège du REPAD un point de presse relatif à la marche qu'il projette d'organiser le dimanche 9 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Le M62 invite les Nigériens à une forte mobilisation pour défendre la dignité et la souveraineté nationale. Le résumé avec Mohamed Alpha et Lucas Oga. La marche pour la consolidation de la dignité et de la souveraineté nationale aura bel et bien lieu ce 9 octobre prochain, organisée par le mouvement M62 Mukinti Bortinterei. Cette manifestation s'articule autour de la dénonciation de l'augmentation du prix à la pompe du gasoil, la cherté de la vie, l'instrumentalisation de la CEDEAO, l'exigence du départ de la force Barkhane du territoire nigérien et le soutien au peuple malien. À la date d'aujourd'hui, soit 9 jours après, nous n'avons reçu aucune réaction entravant la tenue de la manifestation. Informons l'opinion nationale et internationale du maintien de notre manifestation pour le dimanche 9 octobre et profite de l'occasion de vous rappeler notre appel à jeûner demain jeudi pour qu'Allah puisse bénir le combat. Abdoulaye Seydou, le coordonnateur national du mouvement M62, a expliqué clairement le choix de la date du 9 octobre pour la marche et a invité l'ensemble des citoyens nigériens à éviter les fausses informations sur les réseaux sociaux. Le M62 appelle à l'union sacrée pour amener le gouvernement au respect des acquis démocratiques du Niger. Le choix de la date du 9 octobre pour la marche pour la consolidation de la dignité du peuple et de la souveraineté nationale n'est pas un hasard. C'est une date très symbolique pour le M62. En effet, le 9 octobre, c'est la date de l'assassinat en 1967 par l'impérialisme international du camarade Ernesto Che Guevara à l'âge de 39 ans. C'est pourquoi nous invitons les citoyens à ne pas se laisser divertir par les informations mensongères distillées par des égarés jetés à la poubelle de l'histoire et qui n'ont pas encore compris que le M62 est une consécration de la volonté divine et que personne ne peut empêcher l'adhésion et la mobilisation populaire à ces actions. Le mouvement M62, selon Abdoulaye Seydou, est un mouvement citoyen, populaire et républicain. Le M62 a lancé un appel à l'ensemble des Nigériens à se mobiliser davantage pour défendre la dignité et la souveraineté. Au cours d'un point de presse animé ce matin, le collectif des syndicats Niger Télécom a dénoncé le bradage de l'entreprise publique d'État. Occasion pour le syndicat de mettre en lumière l'opinion nationale sur la situation de Niger Télécom. Faisons le point avec Samira Issa Alimega et Ablaye Seydou. Par cette sortie médiatique qui fait suite à une déclaration publiée le 25 septembre, le collectif des syndicats des agents de Niger Télécom dit non au bradage de l'entreprise publique d'État Niger Télécom. Nous avons pour les deux dernières années, les ratios de 2019 et 2020 que nous avons. En 2019, les 7 milliards, si vous faites le rapport 7 milliards et 4 milliards, on a un pourcentage de 165% de ratio. Ce qui veut dire que c'est toujours positif et que c'est très... En tout cas, c'est au-delà de 100%. Ce qui veut dire que l'entreprise se porte bien en 2019. Et 2020, il y a 9 milliards sur 2 milliards de capitaux propres. Donc, c'est parti jusqu'à 395% de performance. Donc, on ne peut pas dire une entreprise qui a des résultats pareils, on ne peut pas dire que cette entreprise a des problèmes au point de vouloir la restructurer. Le collectif dénonce la manière dont le ministre des Télécommunications gère la société Niger Télécom. Le ministre aurait dû, avant de
de décider de cette restructuration, faire une évaluation de cette entreprise-là qui a été créée il y a 5 ans seulement. Il devrait évaluer l'entreprise pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, avant de décider de la restructurer. On ne peut pas venir comme ça, d'entrer, dire que non, il faut restructurer, sans chercher à savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ont marché, peut-être il y a des choses qui n'ont pas marché. Il faut faire une évaluation objective, vraiment par rapport aux objectifs qui ont été donnés à l'entreprise, à sa création, voir est-ce que ces objectifs sont atteints ou bien ils ne sont pas, pourquoi ils ne sont pas atteints s'ils ne le sont pas, et qui sont les responsables. Et d'ailleurs, c'est cela qu'ils ne veulent pas faire justement. Ils ne veulent pas sortir leurs responsabilités. Parce que c'est eux qui sont responsables. S'il y a une faille dans le fonctionnement de Niger Télécom, c'est bien ces 2 ministres qui sont à la base. Par la voix de leurs représentants, les agents de Niger Télécom lancent un appel au président de la République de prendre toutes ses responsabilités pour mettre fin à la mauvaise gestion du ministre des Postes et Télécommunications afin que la société puisse bien marcher. Premier contact contesté entre la CEDEAO et la nouvelle équipe au pouvoir du Burkina Faso. Une délégation de cette organisation a dû se résoudre à attendre à l'aéroport de Ouagadougou pour rencontrer les militaires au pouvoir. Les explications avec Sidiko Haruna. Des barricades partout sur les routes de l'aéroport, maintenant au centre-ville de Ouagadougou et à la présidence du Faso. Des manifestants brandissant des pancartes hostiles à la CEDEAO, des slogans dénonçant de la délégation de la CEDEAO à Ouagadougou. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les populations burkinabées ont eu du mal à accepter l'arrivée de cette délégation de l'Organisation régionale de l'Afrique de l'Ouest au Burkina Faso. Ils n'aiment pas la CEDEAO. Alors, donc si CEDEAO ne joue pas son rôle là, on va montrer à la CEDEAO que Burkina Faso appartient à les Burkinabés. On se lève, on dit que Damiba a dévié, il faut changer. Et voilà, la CEDEAO encore sur ses grands chevaux. Je ne sais pas pour faire quoi. 87, ils ont tué M. Thomas Sankara parce que le Burkina Faso n'a pas été conscient. Voilà pourquoi ils ont tué Sankara. Donc il y a deuxième Sankara à leur hôtel. Voilà. Nous voulons maintenant que tout le monde soit présent. Que maintenant, ce qu'on fait en 87, on ne peut pas faire en 2002. Défi dans la rue par les populations, la délégation de la CEDEAO a été contrainte de rencontrer les nouvelles autorités burkinabées à l'aéroport de Ouagadougou où elle a tenu à livrer le contenu de son message. Cette mission qui est composée de la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau et du président de la commission de la CEDEAO notamment, comme je l'ai dit, est une mission d'information sur la situation dans le pays. Cette mission a été l'occasion pour nous d'avoir 2 rencontres importantes. Une première rencontre avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut noter que le premier contact de la CEDEAO avec les nouvelles autorités militaires burkinabées intervient 4 jours seulement après le renversement du lieutenant-colonel Sandaogo Damiba dans un contexte de défiance totale vis-à-vis de la France, mais aussi vis-à-vis de la CEDEAO que l'on présente à tort ou à raison comme une organisation pilotée par la France. Place à votre rubrique Actu sur le web de tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima. Bourema Balima, bonsoir.
Bonsoir Ami Yaya Mega, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce mercredi 5 septembre 2022. ANP.NE nous apprend qu'un trafiquant de munitions a été arrêté dans la région de Tawa. Un trafiquant de munitions de guerre a été arrêté le week-end dernier dans le village de Tari Takat et dans la commune d'Akubunu, département d'Abalak. Il a été saisi avec lui une moto et 1995 cartouches de 7,62 kg court selon une source sécuritaire. Les deux autres trafiquants ont pris la fuite au moment de leur arrestation, précise la source. Tout est parti d'un renseignement exploité par 4 bandits armés repentis de Madawa qui ont été récupérés par l'État et qui aident celui-ci à combattre l'insécurité selon la source de l'ANP. Un de ces repentis était entré en contact avec les trafiquants. Ils se sont donné rendez-vous à Tari Tarkat pour la transaction, indique la même source. C'est ainsi que les repentis ont dévancé les trafiquants dans le village. Dès que les trafiquants sont arrivés au guidon de 2 motos et armés d'un fusil PA, c'est à ce moment que l'un des repentis qui a déjà pris position a arraché la moto qui transportait les munitions et maîtrisé l'un des trafiquants avec le concours de la population, rapporte la même source. Les 2 autres qui étaient sur une autre moto ont pu s'échapper et courent toujours dans la nature selon toujours la même source de l'ANP. La zone de Tawa est devenue un lieu par excellence où écument les bandits armés et autres trafiquants d'armes qui opèrent nuit et jour. Les attaques contre les commerçants et autres citoyens sont très récurrentes. Actuellement, une patrouille est en train de faire le ratissage de la zone selon la source de l'ANP. Sécurité alimentaire au Sahel, entre 71 et 78 millions de tonnes de production agricole attendues selon le potentiel Niger.com. Au regard des conditions pluviométriques et des efforts déployés par les pays et leurs partenaires, en appui à la campagne agro-pastorale, les prévisions de production céréalière se situeraient entre 71 et 78 millions de tonnes, soit une baisse de 2% et une augmentation de 7% comparée à la moyenne des 5 dernières années. Par rapport aux productions des racines et tubercules, le communiqué final de la réunion du PREJEC indique qu'elle pourrait atteindre 191 207 millions de tonnes, soit une hausse de 3% et 9% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Les productions de certaines cultures de rente seraient quant à elles en baisse par rapport à la campagne précédente, de l'ordre de 4 à 17% pour l'arachide, 7 à 9% pour le sésame et 3 à 8% pour le coton. Le dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires PREJEC explique que le contexte multicrise serait en grande partie la cause de ces baisses de production agricole, notamment l'abandon d'importantes superficies cultivables dans les zones d'insécurité, les difficultés d'accès aux intrants agricoles. La même source cite que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, Bissau, la Guinée et le Nigeria comme le pays où les baisses probables par rapport à l'année dernière pourraient être observées. Relativement aux perspectives des marchés, la réunion prévoit un fonctionnement des marchés régionaux globalement normal, sauf dans les zones très affectées par l'insécurité civile. Toutefois, la réunion note une baisse des disponibilités alimentaires dans la plupart des pays, lesquels s'améliorent progressivement avec la mise sur le marché des premières récoltes, constate la même source. Cependant, souligne-t-il, la tendance haussière des prix de denrées se maintient dans tous les pays, en particulier pour les produits locaux et le blé. Les hausses importantes de prix, plus de 50% par rapport à la moyenne, sont observées au Burkina Faso, au Mali, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria et au Nigeria. Les causes de cette hausse des prix sont les déficits de production agricole de la campagne précédente, les besoins accrus de reconstruction des stocks, les efforts et l'insécurité, mais plus précisément le conflit russo-ukrainien, conclut le site. Burkina Faso, 4 jours après le push, une délégation de la CEDEAO sera à Ouagadougou selon actuniger.com. Dans les conditions qu'il a fixées avant de signer sa démission, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sawadago Damiba a fait du maintien du respect de l'agenda qu'il a établi avec la CEDEAO une des conditions sine qua non pour qu'il rende le tablier. Cependant,
La délégation de la CEDEAO n'était pas la bienvenue à Ouagadougou pour des milliers de manifestants qui ont tout fait pour obstruer le passage des émissaires de l'Organisation économique régionale qui étaient contraints de s'arrêter au niveau de l'aéroport de Ouagadougou. Aussitôt la visite de la délégation annoncée, que les populations, plus précisément des jeunes, ont envahi les principales artères de la capitale pour bloquer le passage de la délégation dans la ville de Ouagadougou, et ce malgré les dispositions prises par la nouvelle junte au pouvoir. En fin de compte, c'est à l'aéroport que la délégation a été accueillie par le nouvel homme fort du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans les échanges qu'ils ont eus avec le nouveau président du MPSR et président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et les représentants des leaders religieux et coutumiers, la délégation, par la voix du médiateur, a indiqué qu'elle est venue s'enquérir de la situation qui prévaut après les événements du 30 septembre et 1er octobre 2022. Issoufou Mahamadou a rappelé les engagements de la CEDEAO pour une transition réussie au Burkina Faso. Le facilitateur de la CEDEAO de rappeler les missions de la nouvelle junte qui sont d'ailleurs les mêmes que celles sous Damiba, à savoir la sécurisation du pays, la question humanitaire et le retour à l'ordre constitutionnel normal. Il a salué le rôle joué par les autorités pour le dialogue qui a été rétabli entre les Burkinabés. Le président du MPSR d'affirmer à la CEDEAO qu'il restera dans le cadre des accords signés en juillet dernier avec les anciennes autorités. Le capitaine Ibrahim Traoré de demander par ailleurs à la CEDEAO d'intercéder auprès de la communauté internationale pour accompagner le Burkina Faso dans son combat pour la restauration de l'intégrité de son territoire. Enfin, pétrole, grincement de dents sous-régional après la signature de contrat entre la Libye et la Turquie selon RFI.fr. La signature le lundi 3 octobre à Tripoli d'un mémorandum entre la Libye et la Turquie pour la prospection d'hydrocarbures en Méditerranée orientale a provoqué un torrent de réactions mécontentes en Libye comme au niveau régional. La majorité des responsables politiques à l'ouest libyen n'étaient pas favorables à la signature de cet accord dont le contenu reste ambigu et inconnu de ses responsables. Dimanche dernier, le ministre du pétrole dans le gouvernement Deiba, réticent à cet accord, a été écarté et Deiba a chargé le ministre de l'économie de gérer également le ministère du pétrole. Dans un communiqué, les 2/3 des membres du Haut Conseil de l'État ont dénoncé l'opportunisme politique de la Turquie. Ils ont mis en garde contre l'effet négatif de cet accord sur la situation politique intérieure et sur les rapports avec les pays voisins. Le gouvernement parallèle dirigé par Fatih Bachraga a à son tour refusé l'accord, jugeant que le gouvernement d'Aïba continue de violer le pouvoir. Le Caire et Athènes, dans un communiqué commun, ont également affirmé que le gouvernement d'Aïba, étant caduc, n'a pas le droit de signer des mémorandums avec un pays tiers. Quant à l'Union européenne, elle a appelé à éviter des gestes qui pourraient menacer la paix régionale. Autant de positions qui n'ont aucune importance, a répliqué Ankara hier soir. Balima Bourema, merci pour toutes ces informations sur la toile. À la semaine prochaine. Plaisir à Dieu. Merci chers téléspectateurs, merci Aminatou Yaya Maïgan et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Messieurs, dames, merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Restez en notre compagnie, nos programmes se poursuivent sur Bonferré Télévision.